Bon, bonjour à tous. Je me présente rapidement. Moi, c'est Gaël. Je suis le président de la société Datasulting. En fait, nous, on a un cabinet de conseil qui est basé sur Montpellier. On est une vingtaine, des consultants, des data analysts, data ingénieurs, data scientists. Et on accompagne principalement des PME et des ETI, donc principalement en Occitanie, mais également à d'autres endroits en France, sur des problématiques d'exploitation des données. Donc, en gros, notre pitch de départ, c'est comment aider ces PME à mieux exploiter le potentiel de leurs données. Comment ils peuvent mieux décider avec ces données, comment ils peuvent se différencier de leurs concurrents, etc., etc. Et on les accompagne à chacune des phases de leur projet, depuis la réflexion stratégique, c'est à quoi elles peuvent me servir pour générer de la performance, jusqu'à comment je peux déployer un Power BI ou comment mettre en place un tableau de bord que les gens utilisent et arrivent à exploiter pour prendre des bonnes décisions. Donc là, l'intention de ce contenu aujourd'hui, c'est d'acculturer notre audience sur comment on peut construire un bon tableau de bord, c'est quoi un indicateur, comment on peut mieux visualiser les données. Et là, le sujet que maîtrise parfaitement Salomé, c'est la visualisation des données. C'est comment on fait pour avoir la bonne information, comment on fait pour transmettre le bon message très rapidement au travers d'un contenu visuel qui exploite les données de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est l'intention. Maintenant, j'invite Salomé à faire le reste. Moi, j'ai fait mon intro. C'est ça, à toi de jouer. ton boulot. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Salomé Serriès et en fait je suis une des dernières recrues de Datasulting. Je suis revenue en France le 1er septembre, donc ça fait à peine 5 mois, après un long parcours en Nouvelle-Zélande. Et pendant toutes ces années, en fait pratiquement tout mon temps là-bas, j'ai entretenu une relation assez intime avec la visualisation de données. Alors pourquoi ce sujet il est pertinent maintenant ? C'est parce que vous avez peut-être remarqué ou entendu parler que dans les entreprises, vous êtes peut-être chanceux chez Orange, c'est peut-être pas le cas, mais moi, dans toutes les entreprises chez qui j'ai travaillé, il y a un nombre faramineux de rapports qui circulent. Et dans ces rapports, en fait, ils sont truffés de données. Mais ces données qu'on ne peut pas éviter dans les rapports ne parviennent pas toujours à nous donner toute leur signification. Et c'est là que rendre ces données sexy intervient. Donc j'aimerais bien partager avec vous ce que j'entends par rendre ces données sexy, comment y parvenir et pourquoi c'est important. Alors d'abord, il faut que je vous avoue un truc. Il fut un temps où j'avais honte d'attacher autant d'intérêt à la visualisation de données. En fait, je me disais que c'était juste la partie émergée de l'iceberg, la cerise sur le gâteau. J'essayais de me convaincre que j'étais en train de pinailler sur les apparences et que ça n'avait pas tant d'importance que ça. Et puis, j'ai lu tout un tas de blogs, d'articles, de bouquins sur le sujet de la visualisation de données, écrits par des gens très sérieux. Stephen Few, David McCandless, si vous connaissez Colin Ware, Edward Tufte, c'est que des Américains qui ont beaucoup travaillé sur le domaine des statistiques, de la visualisation de données, des sciences politiques, enfin dans un domaine très vaste, et qui se sont interrogés sur ce sujet, qui ont écrit une littérature infinie. Et plus je m'interrogeais sur le sujet, et plus je trouvais de littérature sur le sujet. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bel et bien un sujet sérieux. Et pourquoi c'est sérieux ? C'est parce que c'est intimement lié au cœur de l'analyse de données. Alors l'analyse de données, on pourrait penser que c'est toutes ces activités sérieuses qui représentent la masse de l'activité, du reporting. C'est de collecter les données, de les modéliser, de les analyser, trouver des modèles de prédiction, etc. Mais l'analyse de données, c'est la seule chose que les gens peuvent voir au final et qui peuvent retenir. Et c'est intimement lié au cœur de l'analyse de données, du reporting, qui est de transmettre un message, véhiculer les informations cruciales qui permettent aux entreprises de prendre les bonnes décisions, rassurer ou alerter. Alors, je vais me présenter. Je voulais être danseuse. Un peu plus sexy et palpitant que faire de l'analyse de données. J'ai commencé à danser quand j'avais 5 ans. Je me suis jamais arrêtée depuis, mais quand il a fallu choisir un parcours professionnel, mes proches m'ont dissuadée d'embrasser une carrière artistique. Du coup, je me suis tournée vers prépa et école d'ingénieur. 5 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme. Mais je voulais toujours donner à la danse sa chance. Donc, je me suis entraînée pendant 6 mois pour passer un examen de danse que j'ai jamais eu. Et c'est là que je me suis dit, il faut prendre les choses en main, et j'ai postulé pour un job d'ingénieur que j'ai obtenu et qui a débuté ma carrière. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que je veux que vous compreniez bien que j'avais en moi ce côté créatif, qui avait besoin de prendre sa revanche. J'ai pas eu grand-chose à faire avec l'analyse de données jusqu'en 2013. J'étais déjà en Nouvelle-Zélande. Je travaillais pour le plus gros assureur de santé néo-zélandais, qui s'appelle Southern Cross.
Et là, je faisais partie d'une équipe qui faisait tous les rapports de vente et de campagne marketing. Donc, on faisait des données, on faisait des rapports, mais ce qu'on appelait rapport, en fait, c'était ni plus ni moins que des tableaux Excel. Alors, j'ai eu l'intuition assez vite qu'on pouvait faire mieux, et avec mon petit esprit créatif, ben, je vous laisse deviner la première chose que j'ai fait, c'est de rajouter des couleurs flashy partout. Alors, autant vous dire que ce n'était pas forcément heureux pour les rapports, ça adaptait l'attractivité des rapports, mais ça donnait rien au niveau compréhension, ça n'ajoutait rien au niveau compréhension, rétention de l'information. Donc, c'est là qu'il faut rendre ces données sexy. Ce n'est pas l'objectif en soi, mais c'est pour que les rapports soient lus. Et c'est là qu'on va comprendre ce que j'appelle rendre ces données sexy. Alors là, je veux tous que vous imaginiez quelqu'un que vous trouvez sexy. Ça peut être votre partenaire, un boss, le partenaire de votre copain, copine, un athlète, une star de ciné. Vous n'avez pas besoin de me dire qui c'est. Et maintenant, vous les imaginez sous leur jour le plus sexy. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour y parvenir? Je suis prête à parier qu'ils portent rien de superflu et qu'ils attirent votre attention exactement là où ils veulent que vous regardiez. Eh bien, les deux mêmes principes s'appliquent à la visualisation de données. Retirer le superflu et attirer l'attention. Donc, en d'autres termes, on veut éliminer l'inutile et souligner l'essentiel, le message, l'information, l'opportunité, la problématique, le message, l'information cruciale qui va permettre de prendre des meilleures décisions. Donc, pour faire ça, comment on fait? Alors, on se base sur une vérité générale qu'à peu près tout le monde connaît, qui est la suivante. Alors, il paraît que notre cerveau peut traiter les images 60 000 fois plus vite que le texte seul. Alors, j'ai eu beau vérifier, 60 000 fois, j'ai trouvé le chiffre dans plein de dictons, impossible de vérifier la source. Par contre, vous pourrez trouver sur Internet qu'une étude du MIT a prouvé que que le cerveau est capable de déchiffrer une image que l'œil n'a vue que 13 millisecondes. Donc, le pouvoir des images est immense. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va jouer à un petit jeu. Un jeu que vous connaissez tous, ça s'appelle Où est Charlie? Alors, pour ajouter du piment, on va séparer la salle en deux. Donc, ce côté-là, vous serez groupe 1. Ce côté-là, vous serez groupe 2. On va laisser 20 secondes à groupe 1 pour trouver Charlie dans l'image qui suit. Et je voudrais que quelqu'un qui a un téléphone ou une montre qui peut faire chronomètre les 20 secondes. On me dit top quand c'est prêt. Et puis, quand c'est 20 secondes, vous me dites. Alors, les autres, groupe 1, vous avez 20 secondes pour trouver Charlie sur l'image. Comme vous avez un cerveau super puissant qui sait détecter les images de façon exceptionnelle, ça ne devrait pas vous poser de problème. C'est parti? C'est bon? Top. Voilà, les 20 secondes sont écoulées, il ne s'est rien passé. Alors moi, je comprends pas parce qu'on s'est mis d'accord sur le fait que notre cerveau peut interpréter les images de façon dingue. Et puis là, en fait, il se passe rien. Alors, pour petite info, Charlie, il est là. Voilà, il est là. On va faire la même chose avec groupe 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chronométrer groupe 2? C'est bon? C'est parti. Non, mais... il n'y a personne qui lève le doigt. Vous n'avez pas trouvé Charlie? Ah oui, bon, quand même. Alors là, attention, est-ce que je peux lire vos pensées? Vous vous sentez grugé. Vous vous dites que vous n'avez pas eu la bonne version. Il faut se dire que les dirigeants d'entreprise et les gens à qui on fournit des rapports version 1 de Où est Charlie, ils peuvent avoir le même sentiment d'être floués parce qu'ils ne trouvent pas l'information. C'est truffé d'informations, mais il y en a dans tous les sens et on ne sait pas où regarder. Alors que là, j'ai fait 5 changements en tout et pour tout sur l'image, qui n'est pas la même image, évidemment, mais j'ai juste fait 5 changements. Tout ce que j'ai fait, c'est jouer sur les attributs préattentifs de notre cerveau. Alors, c'est nom un petit peu difficile à prononcer. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ce que sont les attributs préattentifs du cerveau? Alors, c'est simple.
C'est des éléments d'identifier en une fraction de seconde, sans effort mental. Donc en fait, dans cette matrice, vous pouvez voir dans chaque groupe un élément qui diffère du reste et qui saute aux yeux. Alors il saute plus ou moins efficacement aux yeux, on le verra plus tard, il y en a qui sont très efficaces comme la bordure, la couleur également, il y en a qui sont beaucoup plus subtils, l'orientation, la courbure, c'est un petit peu plus subtil à détecter. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les 5 éléments que j'ai mis en place dans l'image d'avant, de Où est Charlie version 2, pour mettre en évidence Charlie? La couleur, la bordure. Alors, c'est pas vraiment l'épaisseur. J'ai joué sur l'intensité. Ce qui était noir et blanc, c'était aussi un petit peu décontrasté. Le mouvement avec la flèche. Et puis un élément qui est pas là, qui est le texte. Parce que le texte est notre ami. Et que trop de texte, on le lit pas, mais trop peu de texte, on sait pas de quoi on parle. Et quand on dit on sait pas de quoi on parle du public. On s'adresse toujours à un public quand on fournit un rapport, c'est pour qu'il soit lu. Que ce soit votre moi du futur ou quelqu'un d'autre, on veut pouvoir comprendre le rapport une fois qu'on le rouvre et savoir quelle information on a voulu véhiculer à travers ce rapport. Alors, pour faire un rapport, il y a 3 qualités en fait à une visualisation qui sont un petit peu un trilemme. Donc il y a l'attractivité, la rétention et la compréhension. C'est 3 qualités qu'on ne peut pas maximiser en même temps. C'est un peu comme votre dilemme de project management où il y a le temps, le coût et la qualité. On ne peut pas vraiment optimiser les 3. Il faut trouver un compromis et savoir où on veut se placer, ce qu'on veut prioriser. Donc là, c'est ce qu'on voit en marketing. Ils sont hyper forts en attractivité. Ils veulent que vous regardiez le panneau publicitaire. Deuxième, ils veulent que vous reteniez le message ou au moins que vous reteniez la marque. Par contre, les scientifiques, eux, ils ont étudié pendant des années un sujet qui leur tient vachement à cœur. Ils veulent que vous compreniez. Par contre, niveau attractivité, ça pêche un peu. Mais ça prouve que l'importance de comment on va visualiser quelque chose, comment on va transmettre un message, dépend aussi du public et de l'objectif qu'on veut servir. Ah bon, on va d'abord faire un petit exercice, ouais. Alors là, quel élément est mis en avant dans celui-là? J'ai peut-être mal expliqué. L'attractivité, c'est le fait que les yeux ne peuvent pas s'empêcher de regarder. La compréhension, on comprend l'information qui nous est présentée. La rétention, on se rappelle l'image ou l'information après qu'elle soit plus devant nous. Ici, on a l'impression qu'on nous a mis un peu l'accent sur l'attractivité. On ne peut pas s'empêcher de regarder. C'est assez fourni, quoi. Par contre, à quel point c'est efficace? Alors pour ça, c'est un autre petit jeu. J'aimerais que vous fermiez tous les yeux. Et quand je vous le dirai, vous rouvrez vos yeux. J'en vois qui trichent, hein. Donc vous les fermez, ça ne va pas durer longtemps. Quand vous rouvrez vos yeux, je vous demanderai de me dire où ils se posent. Vous le dites à voix haute, de façon intelligible. Donc vous pouvez ouvrir les yeux. Que regardez-vous? Bon, il y a un peu des réponses partout. Je vais vous dire, quand j'ai une salle de 100 ou 200 personnes, ça fuse. Il y a à peu près tous les trucs sur le graphique qui sont mentionnés, parce que tout se dispute votre attention sur ce graphe. On ne sait pas où poser les yeux. Donc c'est pas étonnant d'avoir des réponses diffuses. Je vais vous faire le seul striptease de cette présentation, qui s'appelle un graphe, un striptease de graphe. On va voir comment on peut épurer ce graphe. Alors c'est un petit gif que j'ai trouvé sur internet, désolé, il est en anglais. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il illustre comment, en 10 étapes très faciles, on épure le graphe pour ne souligner que l'essentiel. En utilisant un concept qui s'appelle le Data Ink Ratio, qui a été inventé par Edward Tufte, qui était un professeur à l'université de Yale. Il était professeur de statistique, de sciences politiques, et c'était un pionnier dans le domaine des visualisations de données. Et en fait, il estime qu'on devrait pouvoir transmettre de l'information avec le minimum d'encre possible, ou à l'âge du numérique, le minimum de pixels possible. Donc on l'appelle aussi Data Pixel Ratio. Maintenant, on voit après, on a tout enlevé, hein, les axes qui ne servent plus à grand-chose quand on sait que ça commence à 0. On a enlevé les graduations, on a enlevé toutes les couleurs flashy, etc. Là, on n'a pas besoin de refaire l'exercice. Si on ferme les yeux, qu'on les rouvre, on regarde direct le bacon. Par contre, c'est là qu'un petit peu de texte nous manque. C'est-à-dire que quelqu'un veut nous dire quelque chose sur le bacon, mais on ne sait pas vraiment quoi au juste.
Donc, en fait, ce petit striptease de graphes, pour moi, il exprime que la simplicité et la sophistication suprême, comme le disait Léonard de Vinci, ou, comme le disait Saint-Exupéry, que la perfection est atteinte non pas lorsqu'on ne peut rien rajouter, mais lorsqu'on ne peut rien enlever. Alors, un autre graphe qui fonctionne bien sur le plan de rassurer les gens, parce que c'est rond, c'est plein de couleurs, on sait tout de suite qu'on a affaire à des parties du tout, ce sont les camemberts. Comme ça. Alors ça, c'est tiré d'IBM il y a un moment, parce que cette présentation, elle date un petit peu. Donc c'est sur le site d'IBM qui est censé illustrer les parts de marché Windows et Apple entre avril 2015 et décembre 2015, parce qu'il y a eu le lancement de Windows 10, qui est là et qui est pas dans le graphe du début. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment ont évolué les parts de Windows 8 entre avant et après? Ouais, plus 2. Alors pour ça, il faut se livrer un petit jeu de ping-pong entre les deux graphes. Et vérifier. Moins 2. Ouais. Donc en plus, on n'est pas sûr. C'est pas évident. Donc au niveau efficacité du graphe, avoir deux camemberts l'un à côté de l'autre, pas top pour comprendre ce qu'on est en train d'essayer de nous dire, qui sont là. Et là, on nous parle de Windows Operating Systems constitute 91%. Donc toutes les parts de marché Windows, c'est à peu près 80% du marché total. C'est marqué nulle part. Et puis là, ça nous raconte que Windows 10, c'est arrivé en quelques mois à presque 10%. Donc on a l'histoire avec le texte, mais le visuel ne supporte pas l'histoire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire un visuel qui est lié à l'histoire, et surtout, quand on pense camembert, en tant que Français, on n'a pas d'excuses. En anglais, ils appellent ça des pie charts ou des donuts. Ça passe encore des tartes ou des donuts. C'est sympa. Mais le camembert, ça pue. Donc on devrait se rappeler de ça. À la place, on raconte une histoire. Là, on met toutes les parts de marché. C'est une évolution temporelle. Il y a avant, il y a après. Une évolution temporelle, pour moi, il n'y a pas de lézard. C'est des lignes. Et on voit qu'il n'y avait rien pour Windows 10 et pouf, il y a une montée en puissance. Ça, c'est une histoire. Avec les mêmes données, on peut raconter une toute autre histoire. C'est qu'on prend toutes les versions de Windows, elles sont restées à 91% pendant ce temps. Apple, ils sont montés d'1%. Donc, même information, deux histoires avec des graphes beaucoup plus épurés, et on comprend ce qu'on est en train de regarder. Et je peux me tromper, mais je pense que quand vous partez de cette salle, vous allez vous rappeler ce graphe-là beaucoup plus que vous vous rappelez les deux camemberts et comment étaient positionnées les parts de marché de l'un et de l'autre. Donc, on a pensé au public, on a aussi pensé à quel graphe on utilise dans quelles circonstances. Et là, c'est un petit rappel. En fait, une petite matrice pour essayer de voir dans quelles circonstances on utilise quel graphe. Si c'est de la comparaison, bien souvent, on utilise des barres. Alors là, première réflexion sur le panneau, il n'y a pas beaucoup de couleurs, en fait. On peut aussi se rendre compte que les barres, les histogrammes ou les colonnes, qui sont simplissimes, ça fait l'affaire dans plein de cas. Et dans l'autre, c'est des lignes, pratiquement. Il y a peut-être aussi des graphes que vous ne connaissez pas encore. Est-ce que vous connaissez le bullet graph? Ça vous parle ou pas? Celui qui est là? Non? On va le ticker. Hop. Alors lui, il a été inventé par Stephen Few, qui est aussi américain, qui s'est aussi intéressé à la visualisation de données, et qui représente en fait en ligne horizontale. Ça peut être aussi mis de façon verticale, mais là, c'est horizontal, c'est le réel, l'actual. La petite ligne verticale, c'est le budget. Et on voit tout de suite que quand il y a une croix, ça croise, on a atteint l'objectif. Ça croise pas, on n'a pas atteint l'objectif. Donc là, c'est l'idée de pouvoir comparer, en fait. Par exemple, vous êtes commerciaux, j'ai aucune idée d'à quoi ressemblent vos tableaux de bord pour voir l'évolution de vos ventes ou comment vous mesurez votre performance. Mais dans une boîte précédente, on utilisait ça pour comparer les ventes des vendeurs sans se limiter au pourcentage versus objectif parce que tout le monde n'avait pas les mêmes cibles. Donc là, on peut voir que là, il y avait les noms des vendeurs, des équipes, un rôle qui était plus ou moins différent. Et là, on va voir que les cibles, elles étaient complètement différentes en fonction des territoires ou des clients qu'ils avaient. Et on voit tout de suite qui a atteint ses objectifs, qui n'a pas atteint ses objectifs. Mais on compare en fait trois choses à la fois. On compare les objectifs, on compare le actual et on compare à quel point ils sont
chaque personne est loin de ses objectifs. Donc, c'est 3 informations sur un tout petit graphe. Hop, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres graphes que vous ne connaissez pas? Ouais, alors le catégorie multiple. Voilà, paf. Ça s'appelle un tree map. Le gars qui a inventé ça, en fait, il voulait savoir comment était partitionné son ordinateur. Et le truc s'est répandu comme une traînée de poudre parce qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça intéressant. Au début, ça prend un tout petit peu de formation pour comprendre comment ça marche. Une fois qu'on l'a, c'est comme ça. Alors, c'est quand il y a une hiérarchie, donc il y a des catégories, des sous-catégories, et la couleur. Alors, la taille des rectangles qui ressemblent le plus possible à des carrés, en fait, et le volume de part de marché de chaque industrie et en catégorie sous-catégorie. Et la couleur, c'est le pourcentage d'augmentation ou de croissance ou de décroissance. Donc, en rouge, tout ce qui décroît, en bleu, tout ce qui a cru. Donc, on peut voir plein d'informations, encore une fois, sur une page plutôt petite. Et sinon, pour reprendre des graphes un peu plus connus, donc je vais reprendre l'évolution pour enfoncer le clou. Là, c'était quelque chose qu'on trouvait dans la boîte, c'était une brochure publique de la mutuelle santé chez qui j'ai travaillé, qui voulait nous montrer qu'il y avait un problème. Alors, il y avait un problème parce que c'était le nombre d'assurés qui décroissait et les frais de santé qui augmentaient. Donc là, on a quand même l'impression que le gros problème, c'est sur le fait que les assurés diminuent. Or, si on regarde bien ce graphe, c'est 2 axes différents. Ils commencent pas à 0, ni l'un ni l'autre. Il y en a un, c'est une barre, il y en a une autre, c'est une ligne. Il y a plein de problèmes avec ce graphe. Et en fait, quand on regarde le changement relatif du nombre d'assurés avec les frais médicaux, c'est l'inverse. Le nombre d'assurés a diminué de 1,4%. Les frais de santé, ils ont augmenté de 30%. Donc le véritable problème, le véritable enjeu, c'est l'inflation des frais médicaux, qui font que bientôt, ce sera plus abordable pour les gens d'avoir une mutuelle santé. Et c'est pas la fluctuation du nombre d'assurés. Donc ça, c'est juste pour illustrer que le choix du graphe va vraiment impacter la façon dont on reçoit l'information, dont on la comprend et dont on la retient. Parce qu'encore une fois, je suis pratiquement certaine que ce graphe-là, vous allez le retenir. Donc on a parlé beaucoup de graphes. Qu'est-ce qu'on fait des tableaux? Parce qu'il y en a des tableaux. Et parfois, ils sont nécessaires et on en veut. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est de fichiers Excel qu'on ouvre et la première réaction, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger ce tableau? C'est se rendre compte que le titre en haut, qui est mis en valeur par du jaune, on va le lire une fois et après on va l'oublier. Donc, on n'a pas besoin de le voir aussi saillant à nos yeux. Autre chose, on a parlé des bordures comme attribut préattentif qui était très puissant. Et là, il y a des bordures autour de chaque cellule de ce tableau. Comme si chaque cellule nous disait « Regarde-moi, 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 regarde-moi ». C'est pas l'objectif, ce qu'on veut regarder, c'est le chiffre. Donc, on peut appliquer les mêmes principes d'épuration au tableau en faisant les titres des colonnes un tout petit peu plus discrets, en mettant l'accent sur les chiffres, pas sur les bordures, puisqu'une fois qu'on aligne bien les chiffres à droite, tout s'aligne et on les voit, les cellules. Il n'y a pas besoin de les mettre en valeur. Et puis là, encore une fois, on a marqué, donc là, c'était les actuals et le forecast. Et puis, à la fin, on a rajouté les totaux en gras un peu différents qui sortent du lot avec une petite colonne pour bien montrer, différencier que c'est pas au mois le mois. Et puis aussi là, on avait le nombre de clients séparés entre produit A et produit B, mais c'était pas vraiment indiqué que c'était une catégorie du nombre de clients. Or là, on peut le mettre en retrait pour bien indiquer que c'est les parties d'un tout. Ça, c'est mon total, et ça, c'est les 2 parties qui forment ce total qu'on voit en haut. Voilà. 2-3 petits trucs pour faire un tableau un peu plus sympa qui ferait moins peur aux prochains collègues qui ouvrent le fichier Excel. Donc, pour résumer, je me suis amusée à faire les 10 commandements de la visualisation de données. Et le premier, inévitablement, c'est de savoir quel message on veut faire passer. Ça commence par là. Pourquoi on visualise des données? On ne fait pas une visualisation de données parce qu'il faut visualiser. On fait une visualisation de données parce qu'on a quelque chose à visualiser. Et c'est ce quelque chose qui est notre point de départ. Brené Brown, je ne sais pas si vous connaissez, disait que l'information, c'est juste des données avec une âme.
Donc pour moi, la visualisation de données, c'est rendre leur âme aux données pour restaurer l'information. Ensuite, on fournit du contexte. Sans contexte, si on a juste le chiffre, on ne sait pas ce qu'on regarde. C'est un peu ce qu'on a vu avec le changement relatif. Au début, on avait deux courbes qui ne se faisaient pas écho. Quand on les met en changement relatif, on voit qu'elles se correspondent. Ensuite, on veut servir un public et un objectif. Il faut vraiment avoir toujours à l'esprit pour qui je fais ce rapport, cette visualisation, etc. Et quel est mon objectif. L'objectif devant être influencer des décisions ou informer, mais c'est quasiment toujours l'un des deux. Informer pour une culture générale, pour aligner une vision ou passer à l'action. Ensuite, optimiser le rapport données-pixels, c'est ce qu'on a vu en tant qu'épuration, donc rendre les choses plus évidentes en éliminant tout ce qui sert à rien. Utiliser la couleur avec parcimonie. Alors il y a 5 erreurs majeures avec la couleur, soit il y en a trop, ou elles sont trop pareilles, ou elles sont trop de la même intensité, donc il n'y a pas vraiment de différence pour l'œil. Elles sont trop aléatoires, elles n'ont aucun sens, ou juste pour faire joli, donc ornemental. On regroupe ce qui mérite d'être comparé. Donc quand on avait vu les deux camemberts l'un à côté de l'autre, on pourrait argumenter que c'était l'un à côté de l'autre, donc c'est regroupé en quelque sorte. Mais en fait, pour vraiment le comparer, on les a mis sur le même graphique, pour pouvoir voir le avant et après. Ensuite, on établit de l'ordre. Alors, j'ai pas montré, mais parfois, l'ordre, il est pas instinctif dans les données. Ça va pas être un ordre alphabétique où c'est facile de ranger les choses de façon alphabétique ou de façon croissante par le volume qu'on regarde. Ça peut être un ordre par fréquence. Est-ce qu'on utilise les choses rarement, toujours, etc. Donc là, il faut rétablir l'ordre le plus logique qui sert notre message pour le public et l'objectif souhaité. Promouvoir l'alignement, ça paraît bébête, mais quelque chose qui est aligné, que ce soit dans un tableau de bord ou dans une vise, ça paraît professionnel, et c'est là où la forme sert le contenu. Quelque chose qui va dans tous les sens, qui n'est pas aligné, va avoir moins de crédit que quelque chose qui est propre, aligné et qui donne un sentiment de professionnalisme. Alors, utiliser le texte à bon escient, on l'a vu, s'il y a trop de texte, on ne le lit pas. S'il n'y en a pas, on ne sait pas de quoi on parle. Donc vraiment toujours penser à comment on peut faire un message concis, mais qui soit là et percutant. Et puis ensuite, on réserve les camemberts et les donuts pour le dessert. Alors, il y a plein de visualisations pour illustrer ça, mais il y a toujours une petite exception que je cite, parce qu'on a appris à lire l'heure, donc on est capable de discriminer un angle, parce qu'on on sait les quarts, les moitiés, les trois quarts, etc. Donc quand il y a deux catégories, on peut toujours utiliser des camemberts ou des donuts. Dès qu'il y en a trois, ça devient compliqué. Et puis ça sert plus vraiment notre beurre. Alors, comment ça se traduit au niveau d'un dashboard? Alors, j'étais un petit peu espiègle. J'ai piqué une version ébauche du rapport de pilotage de notre entreprise, Datasulting, l'un des onglets. Et je me suis intéressée à ce qu'on pourrait changer, en fait, sous la suggestion de Gaëlle et Coralie. Donc là, j'ai vu qu'on regardait le revenu. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a du français et de l'anglais dans le rapport. On regarde le revenu actuel, les dépenses actuelles, le résultat actuel. Puis ensuite, on a les budgets. Tac, tac, tac. On a dit que ce qu'on veut comparer, il faut qu'il soit rapproché. On veut toujours comparer le actual à l'objectif. Donc ça se rapproche. Bon, les donuts, les doubles donuts, qu'est-ce qui est pire qu'un donut? Un double donut, j'ai envie de dire. Donc on verra comment on gère ça. Et puis quand c'est de l'évolution temporelle, on évite les colonnes et on essaye de faire des lignes. C'est beaucoup plus simple. Donc là, la transformation, c'est de dire, OK, j'ai une colonne, ma plus importante, c'est le résultat. C'est pas ma troisième information, c'est ma première. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la balance. Les dépenses, les recettes, c'est secondaire, ça explique mon résultat. Donc en premier, le résultat, le gros chiffre, qui est le year to date, versus mon budget. Vous verrez, c'est des chiffres complètement bidons, ça reflète absolument pas la performance de notre entreprise. Et ensuite, comment on compare avec le budget, donc un pourcentage rajouté qui n'était pas dans le premier dashboard. L'évolution mensuelle cumulée, où là, on peut en fait basculer quand c'est en mode interactif. On peut regarder l'évolution mensuelle ou cumulée quand on appuie sur cumuler. Et le détail par mois, puisque le résultat peut pas se subdiviser par quoi que ce soit, par aucune catégorie, puisqu'il va y avoir des catégories qui sont du domaine de la dépense, d'autres qui sont du domaine de la recette. Donc, il n'y a pas vraiment de division possible. Oups. Ensuite, une colonne recette, où on fait la même chose.
On a gardé le même format, comme ça on est habitué, on a déjà eu la première colonne, on sait à quoi on a affaire, et puis ensuite on a fait une subdivision par poste et par client. Pareil pour les dépenses et avec les filtres secondaires en dernier, qui étaient en premier au début. Alors qu'au début, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Donc voilà, moi j'ai terminé. J'espère que vous aurez compris que la visualisation de données, c'est pas le fruit de la créativité, mais d'un esprit critique et de juste une petite connaissance de base sur comment notre cerveau interprète les images. Et mon rêve, quand vous sortez de cette pièce, c'est que vous m'aidiez à améliorer les entreprises, un graphe à la fois, pour augmenter la transparence des données et favoriser de meilleures décisions. Donc, effectivement, la commande de la fin, là, c'était une petite boutade en disant que c'était sur notre budget, mais moi-même qui pilote la boîte, moi, le fait d'utiliser, de mettre en avant une information, une data d'une manière ou d'une autre, c'est extrêmement impactant sur mon quotidien parce que je vais y passer moins de temps si c'est beaucoup plus lisible et accessible et je vais pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Ça, c'est le cas de 90% de mes clients aujourd'hui qui viennent me voir et qui disent « on a des tableaux de bord, c'est pas le problème. C'est qu'ils sont pas utilisés et que les gens n'y comprennent rien et qu'ils veulent plus l'utiliser. Et ils ont du Power BI, on leur a déployé des outils, ils ont tout ce qu'il faut en licence. Il y a des licences. La problématique, c'est l'exploitation et comment faire pour que ça soit utilisé pour mieux piloter la boîte ou les différentes activités de la boîte. C'est pour ça qu'on va refaire une vidéo qu'on complétera avec l'aide de Salomé où on rentrera dans des cas concrets d'exploitation de ces outils-là qu'ont nos clients mais qui ne savent pas comment mettre à profit. Et ça va être l'objet de la prochaine vidéo. Voilà. En tout cas, merci pour votre accueil et votre écoute.